Bienvenue à ces versions croisées. Vrai, faux, succès diplomatique de la République démocratique du Congo. Vous le savez, la RDC a été déclassifiée de la catégorie L3 avant donc la tenue de la conférence de Genève qui a réussi à mobiliser 528 millions de dollars américains pour soutenir l'acheminement d'une aide humanitaire en République démocratique du Congo. Le Royaume-Uni est donc en tête de la liste, suivi de l'Union européenne, des États-Unis, etc. Eh bien, la République démocratique du Congo avait refusé de participer à cette conférence parce qu'elle n'avait pas été associée à toutes les étapes de préparation de la conférence. Et également, après la mobilisation de ce fonds, la République démocratique du Congo s'est dit donc prêt à être associée pour actionner cette aide. Sinon, elle tirera toutes les conséquences. C'est donc la réaction du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Okitundu. Merci à vous deux d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci. Nous avons Monsieur Ferdinand Kambere, vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti présidentiel. Et vous serez en face de professeur Kalele Kabila, qui est coordonnateur adjoint des forces acquises au changement. C'est une plateforme membre du Rassemblement? Oui. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. La RDC a réussi à se déclassifier de la liste L3. J'aimerais comprendre par rapport à la conférence de Genève, que voulait la RDC exactement? Démobiliser les donateurs ou obtenir l'annulation de la conférence? Merci pour cette opportunité que vous nous accordez. Très bien. Je crois que tout le monde a compris. Il a suivi le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. La volonté de la République ou du gouvernement de la République démocratique du Congo n'était pas de s'opposer au principe de l'aide humanitaire. Le gouvernement a simplement émis des réserves et s'est abstenu de se rendre à Genève pour participer à cette réunion parce qu'elle n'a pas été associée dans l'élaboration, à l'étape de l'élaboration des termes de référence. Parce que comme vous le savez, les États qu'on dit soit en situation humanitaire, level free, comme on était déjà classifié, et qui est un niveau considéré comme celui aujourd'hui de Syrie, de Yémen et tout ça, notre pays était en droit de protester pour dire le contenu que vous avez donné à la situation humanitaire dans notre pays n'est pas celui que connaît notre pays. Parce que derrière ça, c'est caché des agendas politiques. On l'a senti que le risque, c'était de voir plutôt la politisation de l'action humanitaire qu'on voudrait mobiliser. Et c'est à ce temps où ce pays, où dans notre pays, on est en train de se préparer aux élections. Donc, on devait être prudent. Et concrètement, par rapport à la conférence, quelle était l'image de la diplomatie congolaise? L'image, parce que la protestation de la RDC a été signifiée aux Nations Unies. Ils ont dit donc revoir le contenu de ces paniers de la situation humanitaire et on a déclassifié, n'est-ce pas, notre pays à ce niveau 3 pour le considérer à l'étape où il doit être considéré. Voilà, merci beaucoup. Et c'est à cela qu'on a salué, vous avez compris qu'on a salué l'aide qui a été mobilisée. Voilà, merci. Et on continue à encourager les autres avec cette réserve qu'on agisse plus comme on l'a toujours fait depuis des années et qu'on associe, n'est-ce pas, le gouvernement dans tout ce qui est en train d'être fait, de tout ce qui sera fait avec ces fonds, parce que c'est quand même les Congolais qui seront bénéficiaires de ces fonds. On doit bien se demander ou vérifier si cette aide a réellement servi le peuple congolais. Voilà, vous avez suffisamment épuisé vos 3 minutes de parole. Je vous accorde également la parole, professeur Kalele Kabila. Quelle est, à votre entendement de choses, la vraie image de la diplomatie congolaise en rapport avec la conférence de Genève? Non, je crois que moi, je ne veux pas discuter de cela. Le problème, c'est le problème de fond. Très bien. Si hier,
on a dit le Congo est au niveau 3 de détérioration de la situation humanitaire. Qu'après discussion, qu'après protestation, on dit non, vous n'êtes plus au niveau 3, vous êtes maintenant au niveau 1. Il faut vérifier sur le terrain. Le fait qu'on change de position à Genève, est-ce que ça signifie que sur le terrain au Congo, la situation humanitaire des populations congolaises s'est améliorée? C'est ça le problème. On ne va pas gesticuler avec le classement. Mais très bien. Mais pour vous, l'ampleur de la crise en RDC est comparable à celle du Yémen? Je n'ai pas été au Yémen ni en Syrie, mais moi je vis la situation au Congo et j'entends les Congolais des zones les plus touchées, dont la région d'où provient M. Kambere, que au Nord Kivu, au Kasaï central et Kasaï, au Katanga, depuis les Bakata-Katanga, etc., à Kinshasa, particulièrement avec les dernières pluies qui ont causé mort d'hommes, disparition de maisons, dont ma maison à moi aussi, au Kogelos, la détérioration des infrastructures, et je constate que la situation est dramatique. Ce ne sont pas les autres qui le disent, mais ceux qui le vivent. Mais très bien, mais le gouvernement a accepté que la situation est pareille, mais elle ne peut pas être comparable à celle de la Syrie. Comment voulez-vous que moi je fasse la comparaison avec des éléments que je ne maîtrise pas? Moi je parle du Congo. Le gouvernement peut dire, nous ne sommes pas comme en Syrie, nous ne sommes pas comme au Yémen. Mais le gouvernement n'a pas à résoudre la situation au Yémen ou en Syrie. Le gouvernement a à résoudre le problème au Congo. Et cette situation est calamiteuse. Les cris qui viennent du Tanganyika, les cris qui viennent du Kasaï oriental, les cris qui viennent du Kivu, du Grand Kivu, c'est que nous sommes abandonnés à nous-mêmes, nous souffrons de plus en plus. Il ne faut pas pratiquer la politique de non-assistance à peuple en danger. Voilà. Réaction? En dépit du changement, c'est peut-être une démonstration diplomatique pour chérir une République démocratique du Congo qui ne voulait pas assister à une activité de l'ONU. Mais la situation est pareille. Non, justement, la réaction du gouvernement était dans le sens où la communauté de mobilisation de l'aide ne devait pas méconnaître les efforts du gouvernement dans ce sens-là. Je vois tout un ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale qui s'active à mettre en place une politique d'intervention humanitaire. Ce qu'on veut maintenant, c'est de corriger les mécanismes qui étaient là, de décaissement des fonds chaque fois qu'il y a des catastrophes. Vous le savez, quand il y a des catastrophes, ça peut être naturel, ça peut être du fait de guerres, ainsi de suite. Il y a toujours une procédure à suivre avec les ministères qui prend du temps. Finalement, vous ne faites rien. Pourquoi attendre qu'il y ait une mobilisation internationale pour agir? On n'attend pas. Ce sont des mécanismes qui sont là, qui étaient lourds, et c'est à cela que le chef de l'État a annoncé la création d'un fonds qui soit un fonds spécialement destiné au cas de catastrophes, au cas d'intervention humanitaire. C'est le fonds de solidarité nationale. Nous saluons le gouvernement parce qu'il a dit déjà qu'il a disponibilisé 10 millions, je crois 100 millions pour ces fonds-là, et que 10 millions sont déjà disponibles pour des interventions. Nous avons vu le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire,
amener de l'aide à Nitouri. C'est ça des efforts à saluer. Parce que, vous le savez, le niveau 3 n'est invoqué que lorsque il y a l'intention de vouloir s'ingérer dans les affaires d'un État intérieur sous prétexte que l'État est en faillite, il ne sait pas s'occuper de sa population, il ne sait pas faire ceci ou cela. Mais pour ce qui concerne notre pays, il y a des efforts, que ce soit du côté de l'armée, là où, comme il a dit chez moi, des groupes armés pilisent de gauche et à droite. Mais l'armée est là pour essayer d'éradiquer tous ces mouvements, tous ces groupes armés, parce que ce sont eux qui exaspèrent. Ce que la population demande chez moi, par exemple, ce n'est pas tant l'aide humanitaire. La population chez moi demande la paix. Ils vont vaquer, ils vont aller à leur champ, ils vont cultiver leur champ et ils vont se nourrir. Mais vous avez la parole, je vous relance. En quoi la déclassification de la RDC de la liste 3 est-elle un succès diplomatique? C'est un succès diplomatique parce que ça enlève tout prétexte de vouloir faire des interventions, de l'ingérence intérieure dans les affaires intérieures de notre État. Ça va enlever ce prétexte-là, comme on est en train de le faire à Syrie, où tel gouvernement voudrait bien aller bombarder un autre État ou chasser un gouvernement qui est à telle place. Ça va enlever tout prétexte parce que notre gouvernement, ce qu'il dit, c'est simplement dire, vous constatez avec nous que la situation humanitaire, elle est ce qu'elle est en République démocratique, mais le gouvernement est en train de faire, si vous voulez, venez agir ensemble. C'est dans le cadre de la solidarité internationale. Merci. Mais vouloir agir sans le gouvernement, c'est ça qui est un péché. Et c'est à cela que notre gouvernement a été fort en empêchant cette étape-là. Voilà. Alors je reviens à vous, professeur Kalele Kabila. En quoi est-ce que la déclassification de la République démocratique du Congo de la liste 3 des Nations Unies est un succès ou est un vrai ou faux succès diplomatique? Un très faux succès diplomatique. Monsieur Kambere évoque des faits d'histoire, l'existence d'un ministère d'action humanitaire qu'il a eu d'ailleurs l'honneur de gérer. Et justement, c'est un ancien ministre des Affaires humanitaires. Oui, avant lui, il y en a aussi eu, au sortir, je crois, de Sun City, Madame Zouziouan Mbombo a été chargée de l'action humanitaire. Vous savez qu'il fallait venir en aide aux populations. Qu'est-ce que nous avons vécu ici? Le Kivu, c'est une des provinces qui produit le plus de haricots à moins cher. On achetait les haricots à Kinshasa pour amener au Kivu. En définitive, c'était une opération de détournement. Les gens se remplissaient les poches avec cette histoire-là. Au lieu d'aller acheter les haricots sur place au Kivu, on attendait que les commerçants achètent au Kivu, viennent avec ce haricot à Kinshasa et on les rachète pour l'amener au Kivu. C'était un non-sens. Vous connaissez également ce qu'on a vécu avec l'armée. Les munitions envoyées aux militaires au front, on les retrouvait sur le marché, un peu partout. Mais ce qui est curieux dans tout ça, le gouvernement est en train de faire des efforts. On ne peut pas le louer. C'est son obligation d'assister sa population, de gérer sa population. Je ne voudrais pas qu'on répète ce que nous avons vécu du temps de Mobutu. Lorsqu'il y a des répressions des populations, que les critiques fusent de partout, Mobutu dit, pour taire ces critiques, je crée un ministère de droits de l'homme. Mais le simple fait de créer ce ministère-là, ça change quoi? Donc vous dites en quelque sorte qu'il n'y a pas une action gouvernementale, mais vous parlez d'un faux succès diplomatique,
Alors que si aujourd'hui la RDC continuait à entendre Ferdinand Kambere, à être classifié dans la liste 3, les débats au niveau international seraient soit le changement du régime, comme on est en train de discuter de départ, ou du maintien de Bachar al-Assad. Mais messieurs, je crois que le problème ne devrait pas être là. Très bien. Vous ne gouvernez pas en fonction des autres, en disant, moi, il ne faut pas qu'on me chasse du pouvoir. D'ailleurs, le gouvernement en place est largement hors mandat. Il est en train de craindre quoi? Il a épuisé son mandat constitutionnellement et conformément à l'accord. Vous ne vous camponnez pas au pouvoir pour dire qu'on me laisse ça, même si la population est en train de mourir. Qu'est-ce qu'on attendait pour venir en aide à cette population? Que les bailleurs de fonds à l'extérieur se mobilisent pour qu'on ait un tiens, moi aussi je peux avoir... Plutôt de 100 millions, dont déjà 10 millions même si disponibles cette semaine. Oui, mais même si c'était 50 millions, les catastrophes humanitaires ont commencé quand? Je parle de la dernière pluie avec les morts qu'il y avait. Ces 50 millions sont venus seulement après cette pluie-là. Voilà. Chikapa, Katanga, oui, merci. Kasaï, Vous avez le Mami. Voilà. Hein? Il fallait que Genève vienne pour dire, tiens, nous avons 100 millions, on va les sortir maintenant. Mais les millions qui sortent pour l'intervention humanitaire dans notre pays, et qui sont utilisés par les gouvernements, vous l'avez reconnu, il y a toujours eu, après Sun City, un ministère de l'action humanitaire et solidarité nationale. Critiquant la gestion, mais au moins il y a cette politique à partir des gouvernements de transition après Sun City, que ce ministère reste au niveau du gouvernement. Vous avez dit, est-ce que il suffit, est-ce que le seul fait de créer un ministère suffit Voilà. pour que... Non, justement, un ministère là est là pour gérer, donner, concevoir et la politique pour un tel secteur donné. Et celui-là, c'est le secteur des catastrophes, c'est le secteur de la gestion des catastrophes. Donc, c'est l'action humanitaire. On doit pouvoir mettre en pratique, en place, une politique pour gérer ces secteurs-là, ces catastrophes-là. Et que ce soit qu'aujourd'hui, qu'on trouve une formule, parce que ça a été demandé, il y a toujours un examen. Le co-débatteur, il a été ministre. Ce n'est pas pour rien qu'il parle de Nzuzu Ambombo. Il a été aussi ministre. Il sait que l'étude pour asseoir telle politique, ça peut prendre des années. Si aujourd'hui, nous avons, un fonds, il faut saluer. On dit qu'il ne faut pas saluer les efforts du gouvernement. C'est un devoir, certes. Il pose la question pourquoi ça vient seulement maintenant. Il y a eu d'abord, la création du ministère, et c'est depuis tout ce temps-là. Les ministres qui se sont succédés dans ces ministères-là ont toujours proposé des politiques. Que ce soit aujourd'hui qu'on aboutisse à la création d'un fonds de solidarité nationale. Il faut saluer cet acte-là parce qu'on l'a voulu depuis longtemps. C'est un acte qui va nous aider, à éviter la lourdeur qui était dans le décaissement des fonds pour intervenir et que donc le gouvernement sera encore plus près de la population qui souffre qu'il ne l'a été auparavant. Il ne faut pas saluer cela. Il faut saluer. Professeur Kalele, avez-vous l'impression, comme Ferdinand Kambere le disait tout au début de cette émission, que l'affaire qui est pourtant humanitaire a été finalement politisée? La politique, elle est dans tout. Le professeur Kalele est malheureusement un sociologue. Il sait que les faits sociaux sont totaux. Vous ne faites pas l'économie à part, le politique à part, le social à part. Tout cela est lié. Les affaires sont politiques, essentiellement. Tout ça est lié. Ah. Mais maintenant, là, je ne veux pas entrer dans la discussion
de M. Kamere, il a été ministre, il a été pape, Non, le problème n'est pas là. Avoir été ministre ou n'avoir pas été ministre, avoir été pape ou évêque. Le problème, c'est la situation du Congolais aujourd'hui. Si vous reconnaissez qu'au sortir de Sun City, il y a eu création d'un ministère d'action humanitaire. Raison de plus pour dire qu'on devrait cette fois-ci aller beaucoup plus vite, puisque ça existait, puisque le ministère a été pensé, puisque des budgets ont été votés dans ce cas-là. Comment vous expliquez qu'il y ait augmentation de la détérioration de la situation humanitaire du Congo et qu'aujourd'hui vous puissiez saluer que hier on a créé un fonds, hier seulement ou avant-hier? Est-ce que c'est logique? Avant on faisait quoi? Ce ministère tournait autour de quoi? Non. Il y a simplement une faille dans la manière de venir en aide aux Congolais en détresse. C'est une faille. Il faut accepter et corriger. Que les étrangers se disent nous allons aider cette population, c'est parce qu'ils ont constaté avec nous que quelque chose n'a pas été fait ou tout au moins pas suffisamment fait. Ces gens-là ont failli, il faudrait que nous, on vienne à leur secours, c'est tout. Voilà. Et puis vous dites, nous n'allons pas assister à cette conférence parce que nous n'avons pas été associés aux préparatifs. L'argent sort, dit, nous sommes maintenant présents pour co-gérer cet argent. Tout ça, je crois que pour les intelligences lucides, il y a quelque chose qui ne tourne pas. Quelque chose qui ne tourne pas dans simplement la tête de ceux qui ne veulent pas comprendre. Je sais que vous savez qu'après Sun City, notre pays était un pays post-conflit. Les pays sortaient d'une guerre qui a failli déchirer ces pays à 4 morceaux, à plusieurs morceaux. Et que donc, pour repenser les plaies, pour assister les déplacés, les nombreux déplacés de guerre, les blessés de guerre, ceux qui étaient des réfugiés de part et d'autre, on a dit mettre en place ce ministère-là. Mais vous le saviez, ces pays étaient endettés, ce n'était pas du fait de ces régimes. Les pays étaient endettés, il a été mis sous le régime du PTTE, pays pauvre, très endetté. Pays pauvre, très endetté. On a dit donc travailler, le professeur ne peut pas ignorer, il a été ministre des Mines, voilà. On a dit donc travailler d'abord pour payer cette dette-là, obtenir l'effacement de cette dette, pour commencer à avoir une certaine indépendance par rapport à tout ce qu'on peut collecter comme ressources. Et maintenant qu'on est là et qu'on peut penser créer un fonds, il ne faut pas demander où est-ce qu'on était, il faut connaître l'histoire des finances. C'est ça, on a compris. Mais que répondez-vous de manière directe au prof Kalele, car il dit que c'est naïf de pouvoir, à ces stades, dénoncer une même politique dans une affaire d'échange ou de contribution d'argent dans les cas des relations internationales? Non, quelle naïveté il y a là-bas. C'est essentiellement politique. Pourquoi de nouveau dénoncer une même politique dans cela? Oui. Si la politique, il faut la voir partout, et alors la politique, on la voit aussi dans la protection de nos frontières, la protection de notre souveraineté. Nous ne pouvons pas, nous, être dans une position où nous disons, nous voulons partir, nous allons partir demain, et donc n'importe qui peut venir bombarder notre pays, n'importe qui peut venir avec 100 millions, mais il n'y a que 10 000 qui va arriver à destination. Non. On est un pays souverain, on est en train de s'organiser. Certes, il y a eu des défaillances au début, mais on va toujours aller corrigeant. Quel est le pays, même le plus vieille démocratie du monde, qui ne le fait pas? Chaque année, revoir la politique qui était en place pour améliorer
et que ceci soit plus bénéfique par rapport aux bénéfices de la population. Quel est cet État qui a des lois vieilles et qui ne changent plus parce que c'était des lois parfaites? On les évalue au fur et à mesure. Il a dit qu'il est professeur de sociologie. C'est cela les faits. Il faut les affronter, il faut les rencontrer. Et c'est par rapport à ces faits qui se présentent qu'on cherche à adapter des politiques pour trouver de meilleures solutions à la situation qui se présente. Voilà, on est presque arrivé à la fin de cet échange. Merci à vous deux d'avoir accepté d'être avec nous. Je vous passe la parole, professeur Khalil Kabila, pour votre conclusion. Monsieur Kambere, on parle d'un pays qui sort de la guerre, un pays post-conflit. Aujourd'hui, nous sommes où, monsieur? Par rapport à Sun City, les foyers de guerre se sont au contraire multipliés. Toutes les provinces ont été atteintes. Ça, ce sont toujours des prétextes pays post-complet. Vous avez ces fonds-là. Sur le terrain, qu'est-ce qui s'améliore? Voilà. Votre conclusion? Qu'est-ce qui s'améliore? Simplement, ma conclusion est un constat. Le constat est que la situation humanitaire au Congo est malheureusement catastrophique. Plutôt que de s'améliorer, elle est en train d'empirer. Et s'il y a non-amélioration, ceux qui gèrent le pays sont responsables parce que c'est dans leur prérogative de veiller à ce que les choses marchent bien. Les eaux à Kinshasa, les érosions à travers le pays et tout ça. Mais quand vous nous parlez de l'argent débloqué, ça fait longtemps qu'on en parle, l'argent débloqué. Mais Kinshasa est en train de mourir. Les eaux, à l'intérieur, c'est pire. Monsieur Kambere, regardez les séparateurs ici, sur le boulevard, en pleine Kinshasa. Ces séparateurs sont tombés. Ça fait combien d'années? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je crois que... Voilà, votre conclusion, on est vraiment à la fin, oui. Si il faut comparer la situation dans laquelle étaient ces pays lorsque nous assistions à une guerre mondiale, où le Rwanda avait son armée ici, l'Ouganda son armée ici, le Burundi... le Zimbabwe, l'Angola et tout ça à ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement, je crois que c'est l'effort des acteurs politiques de se mettre sous la table et de parler. Parce que ce groupe armé, il y en a qui les entêtent, il y en a qui les entretiennent contre l'armée, malheureusement. Et les Kuluna? Pardon? Et les Kuluna? Mais les Kuluna, ils sont, les bandes organisées, ils sont dans toutes les républiques, monsieur le professeur. Merci, on les arrête, vous les libérez. Les catastrophes naturelles, ça vient du ciel. Il n'y a aucun gouvernement du monde qui peut dire qu'il échappe. Merci. On les assiste au Japon, à France. À ce qui concerne notre pays, le gouvernement est en train de mettre une politique où l'intervention désormais avec ces fonds sera plus rapide qu'il ne l'a été. C'est ce que nous saluons. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un en dehors qui vous croit tout ça. Même vous-même, je doute. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté de venir débattre autour de cette table et dans cette émission. Nous vous disons également merci vous qui nous avez suivis ici à Kinshasa et ailleurs à travers le monde. Merci.